Salam alaikum Azoul, bonsoir. Comme chaque samedi, rétro-info de la semaine, nous allons parler de deux événements principalement, plutôt de trois. L'assassinat du président Boudiaf, il y a 26 ans, l'assassinat du chanteur du militant Matou Blounès, et puis nous parlerons de cette histoire de cocaïne, de saisie record de cocaïne et son prolongement qui a été le limogeage pur et simple du DGSN. Avec moi pour en parler, Hassan Herish, docteur en sciences économiques. Merci Hassan d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci. Samir Bouakwir, homme politique, ancien porte-parole du FFS. Merci Samir d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir à Hassan. Bonsoir. Nous allons commencer par les titres. Liberté. Boudiaf, le rêve d'une autre Algérie assassinée. Par Liberté. TSA, le FFS réagit à l'affaire de la cocaïne, met en garde contre une alternance clanique. Par Riyad Hamadi. El Watan, affaire de la cocaïne saisie à Oran. Jusqu'où ira l'enquête? Par Hassan Wali. Et nous allons commencer par la commémoration de l'assassinat du président Boudiaf. Quelques images d'abord. العبد البشر عنده حياه قصيره وغدوه رانا رايحين كل الممات الوقت هو الانسان كارش في هذه المسؤوليه والناس تشوفها تتلاهت على المسؤوليات لكن انسان مقتدر بسم الله وعلى هذا كذلك نجعلوا يعني تكون مقاييس وتكون يعني كذا فيما يخص المسؤوليات وهي الكفاءه وهي النزاهه وهي كذلك الانسان يجي باش يعمل الاجتهاد ان العمل يعني كذا. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Voilà, donc l'assassinat du président Boudiaf il y a 26 ans de cela. Une vraie tragédie, oui. En direct. Je pense que Boudiaf a été assassiné parce qu'il ne pouvait pas être mis de côté, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui de Hamel, de Toufiq et de plein d'autres hommes forts du régime. Boudiaf, s'il était mis de côté, dans la mesure où il avait le peuple avec lui, il pouvait transformer la donne politique. Il pouvait faire appel au peuple, d'ailleurs il avait lancé un parti politique, et il pouvait mobiliser les masses et appeler au changement. Quel parti politique? PRS celui Non, c'était pas le PRS. Je me souviens. Il avait. Il devait lancer il ne l'avait pas lancé, il devait le lancer. Il l'avait lancé dans les coulisses, des cadres ont été contactés, etc. Hein, oui, d'accord. Donc, il avait un projet politique, il avait une vision, il avait un cap, et il voulait se débarrasser de ceux qui voulaient l'emmener dans un sillage habituel, hein, c'est-à-dire perpétuer le système, renforcer le système, dans la mesure où l'Algérie était à ce moment-là extrêmement fragilisée. Le pouvoir lui-même ne savait pas où donner de la tête. Hein. Est-ce qu'il n'avait pas dépassé, est-ce qu'il n'était pas sorti des cadres qui lui avaient été impartis? Parce que quand on l'a ramené, il faut dire le mot, ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené, c'était une quasi-caution parce qu'ils étaient vraiment dans une impasse politique. Ils voulaient faire de lui une simple façade démocratique. Et puis lui, il arrive, il commence peut-être à farfouiller dans des choses. Au début, il était très docile. Il en est même arrivé à faire un discours où il avait félicité les généraux pour avoir sauvé la République. Et puis après, il a commencé à se rendre compte à qui il avait affaire. La fameuse affaire des officiers qu'il avait envoyés à Pierre Bérégovoy pour demander des renseignements sur leurs avoirs, sur leurs biens en France. 3 officiers qui ont été exécutés, assassinés et mis sur le compte de l'islamisme 3 semaines après, par ailleurs. Leur nom existe. Mais Boudiaf, est-ce qu'il n'était pas justement sorti de ces cadres qui lui avaient été impartis et qu'il était devenu gênant pour eux?
De mon point de vue, Boudiaf n'est pas quelqu'un à domestiquer facilement. Donc il savait très bien que ceux qui l'ont ramené allaient tenter de l'utiliser comme ils ont utilisé tout ce qu'ils ont mis en avant depuis Ben Bella. Donc ça, il n'était pas naïf. En revanche, il pensait que son aura, que son parcours historique, etc., que le fait d'avoir été quand même un des chefs historiques de la révolution algérienne, il était convaincu. Et ceux qui étaient autour de lui étaient convaincus. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quelques cadres de l'ancien PRS qui n'existaient plus. Ils étaient convaincus qu'avec Boudiaf, il était possible de mobiliser les Algériens. Et donc, bien sûr, au départ, il fallait qu'il montre qu'il jouait le jeu. Moi, je trouve même qu'il a été trop vite. Il aurait dû peut-être, j'en sais rien, jouer le jeu un peu plus longtemps et de façon à avoir autour de lui une garde dans tous les sens du terme, intellectuelle, politique, militaire, etc. Parce qu'on ne peut pas se débarrasser des tenants d'un système comme celui que nous avons eu depuis l'assassinat d'Abban Ramdan, parce que c'est exactement deux assassinats parallèles, c'est-à-dire deux hommes qui allaient effectivement construire une Algérie, en tout cas moderne, peut-être ouverte sur un système démocratique, etc. Donc, il est évident que Boudiaf a été, de mon point de vue, assassiné pour ça. C'est-à-dire parce qu'on ne pouvait pas le mettre de côté, comme on a mis Bouteflika de côté en 78, comme on a mis de côté Toufik il y a un an ou deux, et comme on vient de mettre Hamel il y a quelques jours, etc. Boudiaf, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait... Mais est-ce que le fait de l'avoir assassiné comme ça publiquement, en direct à la télé, ce n'était pas en même temps un avertissement au reste des gens qui commençaient à ruer dans les brancards? Non, ce n'était pas un avertissement, c'était Ils auraient pu l'assassiner d'une autre manière. Pourquoi en direct à la télé? Si je peux me permettre, effectivement, moi je suis toujours traumatisé en regardant ces images. Oui, vous me disiez tout à l'heure quand il y avait les images qu'on ne pouvait pas les regarder. Alors, je pense qu'effectivement, le fait, d'abord, c'est de traumatiser toute une société. C'est un message adressé effectivement à la société, en disant qu'il y a des lignes rouges qu'il n'est pas question de franchir. On l'assassine en direct, alors que c'est retransmis à la télévision, c'est-à-dire qu'il y avait une grande partie des Algériens qui suivaient en direct. Alors, comme nous tous, je pense qu'on était devant notre télé. C'est un message, effectivement, c'est de dire, attention, on ne badine pas, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, et puis ça montre jusqu'où est capable d'aller un régime qui est prêt à sacrifier un président en direct. Il est prêt aussi à massacrer une partie des Algériens si cela ne le dérange pas. Et lui, dans les derniers temps, il disait mafia quand il parlait Alors, mafia, mais simplement pour revenir... J'aimerais bien avoir ton avis sur un petit point, dans le même cadre. Bien sûr. Est-ce qu'ils ne l'ont pas assassiné en direct pour faire croire que c'était les mêmes assassinats, que c'était des islamistes, etc., que c'était la méthode avec laquelle ils ont assassiné Tahar Djaout, Boussbsi et bien d'autres. C'était une façon de camoufler... Terrorisme pédagogique. Absolument, de camoufler la responsabilité de l'armée. Oui, mais c'était quelque chose qui était prévu de longue date, je pense, le déplacement à Annaba. Donc, et puis il y a eu la première tentative Témouchen. C'est pas une embuscade. Là, il est clair que la signature était... Enfin, la signature de l'acte ne faisait pas de doute pour les Algériens. Pour les Algériens, oui. Voilà. Maintenant, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit, qui est peut-être intéressant. Effectivement, je me rappelle d'une déclaration de Mohamed Boudiaf qui disait à un moment donné « Je n'ai pas trouvé 60 cadres intègres et honnêtes dans ce pays ». Oui, exact. Ça, il avait fait cette déclaration. C'est dire un petit peu qu'il était... c'est vrai qu'on l'a ramené, on l'a mis... Il ne disposait pas de force politique, d'une force d'instruments
qui lui Est-ce qu'on aurait l'avait pas isolé, d'une certaine manière? justement, parce qu'il était déjà isolé. Il avait un petit groupe des anciens du PRS, mais qui n'avait pas... Ils étaient deux à l'accompagner. Voilà, ils étaient deux peut-être à l'accompagner encore, et donc ils ne disposaient pas des instruments. Parce que pour pouvoir faire évoluer un système de l'intérieur, même de l'intérieur, il aurait fallu qu'il disposât à l'époque d'instruments politiques. Un rassemblement, il n'avait pas. Je pense que c'est au moment où il a commencé à lancer ce rassemblement, hein, le rassemblement RPN, je crois, RPN, c'est ça, ouais. là, ça a posé un problème au système. Mais je pense que Boudiaf aurait Et il dû... parlait de mettre le FLN au musée. Voilà. C'est lui qui avait utilisé cette... Par contre, là où je n'étais pas d'accord, c'est que Boudiaf aurait dû s'ouvrir sur l'opposition. À mon avis, il aurait dû s'ouvrir sur l'UFFS, puisqu'il y avait Ahmed aussi qui lui avait tendu la main à l'époque. Hein, et qui lui avait déconseillé d'accepter. Absolument. Hein, qui lui avait tendu la main. Malheureusement, il n'y a pas eu de... Et également, à l'époque, du FLN de Mahri. Oui. On ne peut pas soupçonner d'être quelqu'un de corrompu. Ça reste quand même un homme d'une grande valeur. Donc, Mohamed Boudiaf aurait dû effectivement répondre à la main tendue de l'opposition à l'époque. Bon, il a choisi de créer son propre rassemblement. Et là, malheureusement, évidemment, c'était une ligne rouge. Bien sûr, il y a la mafia. Mais justement, voilà. mafia. Ce Mais je terme pense qu'il que l'élément prononçait principal, souvent. c'est celui-là. Mafia. Il parlait de mafia dans plusieurs de ses discours. C'est peut-être ce terme qui revient aujourd'hui, parce que c'est l'angle qui se prête exactement, 26 ans plus tard. Cette mafia s'est confirmée. Et comment? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un trafic massif de cocaïne, entre autres, qui est dirigé par des barons du régime, etc. Mais à ce moment-là, à ce moment de son assassinat, quand on parlait des généraux, on disait les sauveurs de la République. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore le recul. On ne savait pas s'ils étaient vraiment des sauveurs de la République ou de simples bandits des grands chemins. Aujourd'hui, avec le recul, les gens qui l'ont assassiné, qui probablement donc, étaient dans ces eaux-là, hein, les généraux qui tenaient la combuse, est-ce que à ce moment-là, il venait réellement d'inaugurer une nouvelle ère de mafiocratie, où le pouvoir politique se livre directement, ils sont cachés à des activités quasiment mafieuses? Oui, on est certainement passé à une autre étape, à un autre stade, effectivement, mais un système fermé, un système autoritaire ne peut que produire de la corruption, forcément. Corruption à la limite, d'accord. Oui, mais des activités. Ils sont passés quasiment du système des monopoles, hein, Monsieur Sucre, Monsieur Blé, Monsieur Pharma. Ils sont passés à autre chose. À autre chose. Ce sont des activités mafieuses, criminelles. Parce que la crise s'approfondit, parce que la crise s'approfondissant, évidemment, le système se développe de manière, effectivement, à produire ce type de phénomène, c'est-à-dire des phénomènes de gang, des phénomènes de mafia, etc. Il faut rappeler que durant toute la guerre qu'a connue le pays pendant quelques années, beaucoup ont profité de la situation de guerre pour accumuler des fortunes. Ça a servi énormément à un certain nombre de barons du système qui se sont constitués des formules colossales à l'ombre du terrorisme. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, et ces gens-là, effectivement, qui sont constitués pendant toute cette période-là, ont eu, effectivement, après, avec la période de Bouteflika, à carrément, donc, réinvestir ces sommes qu'ils ont accumulées en créant, effectivement, un certain nombre de... Et puis on retrouve un certain nombre, on retrouve les Haddad, on retrouve, etc. Tous ces gens-là ont prospéré à l'ombre de la guerre civile en Algérie. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Hassan? Moi, je pense que ça fait partie du système de l'époque, des années 60, où il y avait des coups d'État un peu partout, hein, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et tout ça, que c'était un peu le système soviétique. Et donc, qui s'est répercuté à travers l'Égypte, hein, sur l'Algérie. Et à partir de ce moment-là, effectivement, tout ce qui est de l'ordre du politique était interdit. C'est-à-dire tout ce qui concerne la cité, tout ce qui concerne les Algériens. Et donc, ce sont des activités en sourdine, ce sont des activités cachées. Ce sont les hommes de l'ombre, etc., qui font la pluie et le beau temps. Ce ne sont pas ceux qu'on met en avant. Donc on assiste
une dictature de plus en plus molle peut-être, dans la mesure où elle est passée de la dictature des armes à la dictature de l'argent. Aujourd'hui, on le voit avec l'affaire de la cocaïne. Oui. On voit avec l'affaire de Panama Papers, voilà les sommes colossales qui sont distribuées, qui vont de compte en compte, qui sortent à l'étranger, qui servent à construire des mosquées pour se donner une virginité, qui servent évidemment à arroser toute la clientèle. Mais donc, pas seulement toute la clientèle, à se ménager des alliés naturels aujourd'hui. La corruption de masse, si tant est qu'on peut l'appeler comme ça, oui, ça déteint sur la société. Ça déteint sur des millions d'Algériens qui ont profité du système, d'une certaine redistribution, d'une rente qui ne vient pas de la création de richesses. Djemeldine, quand la horde s'installe dans l'État, la société devient en état de horde. Donc je veux dire, après ça s'alimente. Il est évident que le fait d'avoir créé une école au rabais, d'avoir créé une économie de bazar, d'avoir créé une diplomatie, je veux dire, totalement floue des alliances souterraines. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a au sein du pouvoir des clans de la France, des clans de la Russie, des clans de l'Arabie saoudite, les clans des Américains. C'est-à-dire que ce qui est visible, la partie visible de l'iceberg algérien est tout simplement un vernis. Et que, mais à un point, moi je m'étonne par exemple que cette totale absence de compétences au pluriel, parce que quand on dispose d'une cagnotte de 1000 milliards de dollars qu'on dépense en une vingtaine d'années, à la limite qu'on la distribue aux copains coquins, qu'on arrose des masses pour acheter la paix sociale, je peux comprendre. Mais pourquoi qu'en même temps, on n'a pas essayé un tant soit peu de ménager les grands équilibres, de reconstruire l'université, l'école, la santé publique. Or, c'est tout à fait l'inverse. On dirait que cet argent a servi finalement à cette mafia, comme l'appelait Boudiaf, à dévaster tout ce qui était debout. Ils n'ont rien laissé debout. Rien. Au point où nous sommes classés dernier ou avant-dernier, un peu dans tous les secteurs. Tout simplement que dans toute politique, la question à poser, quels intérêts servent les gens qui ont le pouvoir, les décideurs? Alors, personne ne peut croire que les décideurs algériens se préoccupent un tant soit peu des intérêts de l'Algérie, des intérêts de l'Algérien. Leurs intérêts, c'est quoi? Se maintenir au pouvoir. Mais c'est la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'au bout du compte, il a suffi que les prix des hydrocarbures s'effondrent pour que ça commence à sonner de partout. Finalement, même eux ne sont plus en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité parce que précisément leur politique est une politique de décideurs insécurisés. Ils sont à leur place, non pas par la légitimité populaire, mais parce qu'un clan les a placés là, où il y a un rapport de force entre eux, etc. Donc eux-mêmes, ils ont peur. Or, des gens qui ont peur, qu'est-ce qu'ils peuvent... Ils deviennent dangereux, y compris pour eux-mêmes. Et donc, ils vont, pardon, juste le dernier mot, ils vont bâtir des barrières pour eux, une Bastille. Des précarés. Voilà. Et puis, ils s'intéressent donc à comment se protéger et comment protéger leur progéniture et comment avoir de l'argent à l'étranger au cas où il faudra prendre la poudre d'escampette. Pardon. C'est un pouvoir qui est prisonnier aussi d'une logique. C'est-à-dire que cette logique que tu as décrite effectivement de reproduction systématique du système en place. Alors, certains pensent sincèrement qu'il représente l'intérêt national. Hein. Oui, oui. Alors, non, mais certains pensent qu'il représente. L'Algérie pas grande, les gens comme cette notion de l'État. Voilà. Donc,
Oui, oui, on est bien d'accord, mais certains le croient, effectivement. Oui. Ils pensent, effectivement, incarner l'intérêt national, incarner... Il y a des victimes qui croient en leur le pouvoir de la révolution algérienne. Ouais. Je parle des discours autour de l'ANP, etc. Digne héritaire de l'ALN. Absolument. Il y en a la FLN de Ben Mehdi. Certains voilà, pensent vraiment que ce qu'ils sont en train de... Mais en fait, ils sont prisonniers d'une logique qu'ils ont eux-mêmes libérée. C'est-à-dire qu'ils les entraînent également eux-mêmes et qui entraînent le pays dans le droit dans le mur. Oui. Voilà la réalité aujourd'hui. Ce qui explique un petit peu que... Parce que se pose souvent la question, mais comment faire le changement dans ce pays, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai l'intime conviction, aujourd'hui, d'abord, quand on observe la scène algérienne, on voit qu'il n'y a aucune force qui est en mesure de pouvoir se constituer une alternative à la manière dont le fils a tenté de le faire en 91. Là, on n'a pas une force qui est capable de proposer véritablement une alternative. Donc, nous sommes effectivement... c'est pas un sentiment d'impuissance, mais ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution possible sans un accord avec les véritables détenteurs du pouvoir. Je reviendrai sur... Une question que je vais vous poser qui peut être un peu gênante. Si demain, les tenants du régime, tous, je vais un peu spéculer, je vais jouer, on va rêver ensemble. Ils viennent vous voir, ils vous disent « excusez-nous, pardonnez-nous, on a pris le pouvoir de façon illégale, illégitime, on vous a volé, on vous a tué et tout, on regrette. Tenez, voilà les clés du pays, on s'en va tous. Et avec ça, on vous rembourse même l'argent qu'on vous a volé. Tiens, tenez. » Est-ce qu'avec ça, vous pensez qu'on pourra redresser la situation ? De quoi ? Non. Ça veut dire dans l'idéal, oui, l'idéal. Non, moi je réponds de manière claire, non. Parce que le problème de l'Algérie, c'est pas de substituer un pouvoir à un autre. L'Algérie a besoin, justement, et c'est ça le nœud gordien de la crise algérienne, il a besoin d'institutions. Il a besoin d'institutions. C'est ça qui est essentiel. Aujourd'hui, comment faire pour en avoir ? Aujourd'hui, là, ça ne peut être que des institutions se construisent de manière autour d'un pacte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire... voilà. Il faut une constitution qui soit incontestable, qui traduit un petit peu la volonté générale, la volonté populaire. Et il faut des institutions qui puissent, démocratiques évidemment, qui puissent survivre aux hommes et donc aux situations. Et c'est cela dont souffre l'Algérie. Parce que le problème de l'Algérie, quand on parle de la problématique, pour moi, à mes yeux, on peut pas être d'accord, c'est le problème, c'est le déficit chronique de constitutionnalisation et d'institutionnalisation. C'est ça le véritable problème en Algérie. Nous ne disposons pas d'institutions légitimes, politiques, fortes. La décision politique ne réside pas dans les institutions. Voilà le souci. Mais comment faire ? D'abord, est-ce que la société algérienne est prête demain à rentrer dans une longue phase de sacrifice, de travail parce qu'il va falloir reconstruire, il va falloir serrer la ceinture. Peut-être 20 ans, peut-être 30. Est-ce que nous sommes capables d'abord d'une attitude pareille ? Et est-ce que nous pouvons demain trouver une synergie telle que nous pouvons faire construire ces institutions dont vous parlez ? Ça dépend d'un certain nombre de paramètres, évidemment. Et le premier des paramètres, évidemment, malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un bourbier politique, où on ne voit rien. Ça ne peut venir que des décideurs. C'est-à-dire que... Quels décideurs ? Les décideurs, moi, je reviens, je l'ai dit maintes fois dans votre émission. En Algérie, nous ne sommes ni dans un système présidentiel, ni dans une autocratie, ni dans un pouvoir personnel. Nous sommes le véritable centre de décision. Ça reste et ça restera, on en parlera avec cette histoire de cocaïne, l'armée et les services secrets. Moi, je n'en démorde pas. Ça reste le cœur du pouvoir. Est-ce un appel du pied à l'armée ? Non, ce n'est pas un appel. Il ne s'agit pas d'un appel à l'armée. Moi, j'ai entendu des personnalités s'exprimer, des partis qui appelaient à l'armée à intervenir. Non, il ne s'agit pas pour l'armée. Mais si c'est le seul recours demain pour reconstruire l'État ? Ce n'est pas cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant une impasse historique. On a des réserves qui s'épuisent. Aujourd'hui, le pouvoir ne peut plus redistribuer comme il a redistribué durant les années Bouteflika, qui vont fatalement finir.
redistribuer tout cet argent, toute cette rente aux Algériens, parce que c'est vrai que les barons du système ou l'oligarchie en a profité, mais bon, aussi les Algériens ont profité de cette redistribution dont on a parlé tout à l'heure, dans ton introduction. Donc là, nous allons tout droit vers une impasse. Alors, il y a cette question interne, donc ces exigences internes, mais il y a aussi les exigences externes aussi, parce que nous sommes dans un environnement qui est très fluctuant. Attention, nous ne sommes pas dans un environnement tranquille. Ce qui se passe aux frontières, l'environnement géopolitique, géostratégique fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on est obligé d'en arriver là. Alors, malheureusement, je le dis, sinon, quelle aurait été l'autre solution? C'est de faire la révolution, de sortir de la rue. Les Algériens ne sont pas prêts à le faire. Hassan, avant de passer au sujet suivant. Moi, je pense, c'est un petit peu le point. J'ai eu des discussions très riches avec Samir plusieurs fois. Moi, ma conviction... J'avais pas fini mon idée, parce que... Mais bon, je reviendrai tout à l'heure. D'accord. Ouais. Ma conviction, c'est que, de toute façon, les institutions aujourd'hui, elles y sont. Nous avons des institutions, contrairement à ce que pense mon ami Samir. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'institutions. J'ai dit qu'il n'y a pas d'institutions légitimes. Le problème, c'est qu'on ne les respecte pas. Elles ne sont pas respectées, ces institutions. Parce qu'elles ne sont pas respectables. Elles ne sont pas respectables parce que, précisément, les décideurs ne les respectent pas. Et qu'elles sont factices. Elles sont factices parce que, précisément, ceux qui sont dans ces institutions-là, du moins ceux qui sont les responsables au premier niveau, sont les agents même de ce système. Donc moi, ma conviction, c'est que toute construction de l'État algérien, tout renouveau, puisque on parlait de l'idéal, vous posiez la question tout à l'heure de l'idéal, c'est de reconstruire à la base, parce que rien ne peut venir du sommet, on l'a vu, ça fait plus de 50 ans. Comment reconstruire comment En donnant le pouvoir aux locaux, à la mairie, à la wilaya, ainsi de suite. C'est-à-dire décentraliser aux régions. Pour en revenir à la régionalisation, oui, ou à la fédération. C'est mondial, ça. Regardons l'Europe. Tous les pays qui marchent, la Suède, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse, etc. Tous ces pays-là, justement, ont des institutions basées sur le pouvoir régional. Ils ont déjà cobinisé, comme on dit. Mais bien sûr. Donc, en plus, permettre aux Algériens d'être acteurs là où il est, d'avoir un pouvoir de décision là où il est. Et il voit les changements, parce que ça fait partie de sa vie quotidienne. Mais quand il y a un changement au sommet, on ne voit pas immédiatement les effets, même si c'était un idéal, effectivement. Donc, il faut faire confiance aux Algériens. Il faut que l'Algérien, le citoyen algérien, devienne le centre du politique. S'il n'est pas le centre du politique, si on cherche tout simplement à changer quelque chose au sommet, ça ne marchera pas. On n'a pas d'exemple au monde où ça a marché. Donc, il faut, encore une fois, instituer de plus en plus un pouvoir régional. Il ne faut plus que ce soit un tabou. Je dis bien... Hassan, moi je pose toujours la question, comment on est arrivé là, dans un bourbier, comme disait politique, pareil? Comment peut-on envisager une telle perspective à un moment où ça prend haut de toutes parts? Djemal Din, l'Algérie n'est pas le Robinson Crusoe du monde. Oui. Elle est dans un système de mondialisation. On voit qu'il y a des influences, il y a des intérêts régionaux, il y a des intérêts internationaux, il y a la mondialisation, etc. On ferait des pressions 100 fois moins importantes que celles qu'on fait, par exemple, à l'égard du Congo, que celles qu'on fait à l'égard, par exemple, du Venezuela, que celles qu'on a fait sur un autre sujet. Mais de quelle pression? Des pressions... Qui viennent d'où? Des pressions internationales. C'est ça que tu appelles la dépression internationale pour faire émerger des pouvoirs régionaux? Absolument, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Ben oui. Quel pays, par exemple? C'est juste pour que je puisse comprendre. Au Burkina Faso, au Mali, en Angola. Au Mali? Au Congo, c'est ce qui est en train de se vivre. Ouais. Absolument. En Russie, on est en train justement de les acculer. On peut parler de l'Irak aussi, de la Libye aussi, c'est des pouvoirs régionaux.
Exemple. C'est pas des pouvoirs régionaux. Regardez. Vous avez des tribus qui se sont confédérées. Là, moi, je dirais plutôt là, c'est un clivage violent plutôt que. Comment c'est des pouvoirs régionaux en Syrie? De toute façon, il y a des. Ça me fait rire. Ben, vous avez en Libye, on a une fédération de tribus. C'est la démo. En Libye, il n'y a jamais. Où il y a des territoires, des fiefs de. Non, mais je crois qu'Hassan parle plutôt de régionalisation. On fait. Comme non, mais j'essaie de comprendre. On essaie de dénigrer des idées. Non, mais il ne s'agit pas de dénigrer. Non, mais on discute. En donnant de faux exemples. Non, mais t'as pas. Non. La régionalisation, l'idéal de la régionalisation, on vient de la citer. C'est l'Espagne, c'est la Grande-Bretagne, c'est la Suisse. Moi, je ne parlais pas du principe de la régionalisation. C'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est l'Afrique du Sud. Etc. Tout ça, c'est très bien. C'est juste les pressions qui me gênent. Non pas en tribu comme tu es en train de dévaloriser, mais ils sont organisés tout simplement en pouvoirs régionaux avec de véritables pouvoirs. C'est-à-dire que si les régions... Mais Hassan, est-ce que la régionalisation... ne serait-ce que le pouvoir du Wali... Non, mais j'ai très bien compris. Non, mais j'ai très bien écouté. Si on transférait ne serait-ce que le pouvoir du Wali... Non, je ne vais pas... On peut calculer. C'est bien que ça soit un échange. Tu as parlé précédemment suffisamment. Ne serait-ce que transférer le pouvoir du Wali, aujourd'hui, pour commencer, vers le président de la POE, le président du chef de Daïra vers le maire, c'est-à-dire le président de l'APC, eh ben aujourd'hui, on pourrait construire une régionalisation élue et non plus administrative. Absolument. Oui. Absolument. C'est-à-dire redonner confiance aux Algériens. On est en train de c'est une panacée en soi dans un système complètement déglingué. Là, c'est l'idéal. Ce serait bien d'y arriver après tout un parcours, tout un processus. Mais en l'état, est-ce que nous pouvons y aller comme ça? C'est un peu comme demander à quelqu'un qui meurt de faim d'aller mettre un smoking. Nous sommes dans un système où l'université est totalement absente, où l'école est morte, où le secteur de la santé publique, les gens qui rentrent dans l'hôpital courent plus de risques d'y mourir que quand ils sont dehors. Vous parlez du changement. Oui. Vous posiez la question de... Je vais vous donner la parole. Quel est le changement possible dans l'idéal? C'était ça la question. Oui. Donc je répondais à cette question-là. Oui. Je dis qu'aujourd'hui, si le président de la POE d'Oran avait tous les pouvoirs, sur justement la wilaya d'Oran, eh ben, ça ne se passerait pas comme ça. À partir du moment où tout se passe à Alger, c'est-à-dire que qui décide à Oran, eh ben, c'est Alger, qui décide à Tizi Ouzou, c'est Alger, qui décide à Ouargla, c'est Alger, etc. Et qui a des relais au niveau d'Oran, de Constantine, de Tizi Ouzou, etc., c'est Alger. Et donc le jour où on parle de l'idéal. Le jour où aussi bien le président d'APC que le président d'APOE, ne serait-ce que pour commencer comme ça, auront leurs prérogatives et non plus sous la botte du chef de Daïra et du Wali et du ministère de l'Intérieur, les choses commenceraient à changer et on verrait que les Algériens seraient intéressés de prendre en main justement la problématique politique de leur commune et de leur région. Alors, deux précisions d'abord. Bon, je mettrai sur compte la chaleur un petit peu l'énervement de notre ami. C'est vrai que tu vas un petit peu chaud. Alors, deux choses. Donc, moi, j'aime bien que mes invités s'énervent un peu. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud dans le... Alors, deux choses. D'abord, je n'ai pas dit que le changement ne viendrait que du sommet. Je n'ai pas parlé de ça. C'est un petit peu une interprétation que tu fais. Non, alors, je n'ai pas terminé ma phrase, que tu as repris la parole, donc je n'ai pas terminé mon idée. Ça fait rien. Alors, donc, je t'ai écouté, tu vas me laisser m'exprimer, si ça ne te dérange pas. Voilà, très bien. À condition que tu respectes ce que j'ai dit et non pas déformer mes propos. Bon, si tu veux parler, je te laisse parler, il n'y a pas de problème. Non, Malik. Tu aimes bien vous vouliez finir une idée. Je sais pas, si tu veux t'exprimer, tu l'exprimes. Alors, très bien. Bon, alors, deux choses. Quand je dis par le sommet, c'est pas par le sommet. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est pas que l'armée intervienne. C'est que les chefs militaires arrêtent d'instrumentaliser l'armée, l'institution militaire, parce qu'elle ne se résume pas à certaines personnes, à certaines figures de l'armée. Ils arrêtent de l'instrumentaliser au service de groupes, de clans. Une armée doit être au service de l'intérêt général, elle doit être au service de l'État. D'ailleurs, une armée n'est puissante, n'est forte
que si elle repose sur des institutions démocratiques. Il n'y a pas de puissance. Moi, je lis très souvent les démonstrations de force qui se font par l'armée. Mais cela, attention, hein, l'armée irakienne aussi, elle était à l'époque considérée comme l'une des 4e armées du monde, je crois. C'est à l'époque, c'était oui, mais enfin, non, c'était des études. Non, c'était basé sur des études. La propagande américaine. C'était des études. Pour pouvoir frapper. Oui, c'est de la propagande, mais c'était des études. Comme aujourd'hui, il y a des études qui placent effectivement l'armée. Après, comment elles sont utilisées de l'extérieur, ça c'est une autre paire de manches. Donc il faut faire attention. Une armée n'est forte que si elle repose sur des institutions démocratiques. Donc il faut que les chefs militaires arrêtent effectivement d'utiliser l'armée, d'instrumentaliser l'armée pour imposer un candidat, pour renouveler une nouvelle façade. C'est ce qu'ils s'apprêtent à faire d'ailleurs en 2019, après la mort de Bouteflika pour moi, hein, ce ne sera pas avant. Donc de reproduire un petit peu la même logique, un régime de type, un autoritarisme qui repose sur l'armée et les services de sécurité avec une façade civile. Alors, deuxième élément, je pense que le changement viendra aussi effectivement de la construction de la citoyenneté. C'est important, c'est ça. Il faut que voilà. Et ça, c'est le rôle des associations, le rôle normalement des partis politiques, des militants politiques, c'est de faire émerger une conscience citoyenne. Alors, sur les questions de pouvoir régional, etc., dans l'état de délabrement dans lequel se trouve l'Algérie, d'affaiblissement de l'État, revendiquer comme ça de prime abord un pouvoir régional, c'est suicidaire. C'est suicidaire parce que forcément, regardez un petit peu comment a évolué le mouvement, c'est mon opinion. Hein, donc, tu n'es pas d'accord, je suis. Non, ce qui est suicidaire, justement, on le voit, c'est d'avoir pas donné le pouvoir aux régions. Et on voit aussi comment s'écroule l'Algérie. D'accord, ça, c'est suicidaire. Mais dans l'état actuel, moi, je parle du contexte. Je parle du contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans une situation de pouvoir régional qui nous a conduit à nous cette sommes dans une situation situation où les risques d'effondrement de l'État sont réels, sont bien réels. Tous les États effondrés ne sont pas basés sur les régions. Tous les États effondrés. Alors, je termine mon idée si ça ne te dérange pas. Oui, mais ça veut on non, mais il m'interrompt. Je termine mon idée. Non, mais c'est grave ce que tu dis là. Tous les États effondrés, l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Égypte, sont basés sur un pouvoir central et que les régions n'avaient aucun pouvoir. Donc, c'est comme la priorité pour moi. Je vais me permettre je termine mon idée. Oui, mais je vais me permettre de vous demander d'abréger. Non, je vais vous laisser finir pour pouvoir passer au sujet suivant. Pour moi, ce n'est pas le principe lui-même du pouvoir régional que je mets en cause, ou celui de la décentralisation, ou celui de faire participer les régions, de redécouper le schéma politico-administratif dans le pays. Ce n'est pas cela qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est l'opportunité de poser ce type de problème, alors que nous n'avons pas d'institutions fortes, démocratiques. Nous ne disposons pas d'un parlement démocratique aujourd'hui dans le pays. Alors, il y a des questions, effectivement, qui me paraissent tout à fait secondaires, pas simplement secondaires. Pour moi, elles apparaissent comme étant dangereuses dans la situation actuelle. Et nous allons passer au sujet suivant, qui est celui de la saisie record de cocaïne, 701 kilos. On dit que le 1 kilo a été offert par celui qui a vendu. C'est une règle, paraît-il, d'offrir 1 kilo pour les grosses quantités à celui qui vient de l'acheter. Et entre-temps, 44 kilos ont disparu. Entre le moment où ils ont été pesés et le moment où ils ont été livrés à la justice, 44 kilos ont disparu. On nous a promis une réponse, on l'attend toujours. Sauf que juste après, il y a eu cette histoire de Hamel qui a été limogé, le DGSN. Alors, certains disent, nous allons écouter sa déclaration, certains disent qu'il a été limogé après la déclaration que vous allez écouter. Mais d'autres disent que c'est l'inverse, qui n'a fait cette déclaration qu'après avoir entendu dire qu'il était limogé. Et pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas l'arabe, il a dit tout simplement que pour pouvoir enquêter sur des problèmes de corruption, il faut être soi-même propre. Et la flèche était destinée à l'armée
qui avait pris l'affaire en main et qui avait donné au directeur de la gendarmerie le soin de mener l'enquête. Ça veut dire que c'est une attaque en règle contre la corruption qui régnerait, selon M. Hamel, dans l'armée. Nous allons écouter. بما أنك سألتني نتكلم ونعطيك بعض المعطيات. في التحقيق الابتدائي نقولها بكل صراحة كانت فيه تجاوزات وكانت فيه اختراقات، ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وما خلاوش وحسموا الأمور وما خلاوش الأمور تميع. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. بيحارب الفساد لازمه يكون نظيف. C'est sans appel. Et je rappelle une chose. Tout à l'heure, vous aviez dit, Samir Bouakwir, que nous assistons à une sorte de politique à l'ombre du terrorisme. Et j'aimerais rappeler que dans le même sillage, que dans la deuxième moitié des années 2000, en 2006 je crois, il y a eu l'affaire Zinjabil, la fameuse affaire Zinjabil. C'était le baron du Kif, le baron présumé du Kif, qui était recherché, qui s'était évadé de façon spectaculaire, un film depuis le tribunal de Sdekia à Oran, et qui, quelques années plus tard, s'est rendu à la justice militaire à Blida. Il s'était présenté devant le juge d'instruction. Il a dit « Monsieur le juge, je viens me présenter pour bénéficier des mesures amnistiantes de la Charte pour la réconciliation nationale. » Alors le juge lui a dit « Mais monsieur, vous êtes un baron du Kif, vous n'êtes pas un terroriste. » Il a dit « Non, moi je suis terroriste. Moi, l'argent du Kif, il nous sert à financer le terrorisme. Et je travaille, moi, sous les ordres du général-major, chef de la 2e région militaire. » Et ça a provoqué un grand tollé. Et donc, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, nous apprenons que la cocaïne est toujours donc, le monopole de baron du régime. Et ça n'en finit pas de tomber. Il a été d'abord accusé que des proches de la DGSN ont été pris dans la NAS, y compris le chauffeur. L'armée avait dit le chauffeur du DGSN. Lui s'est défendu de cela, il a dit non, c'est un chauffeur de la DGSN, ce n'est pas mon chauffeur privé. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu son frère qui était directeur régional de la douane à Annaba, qui s'est disputé avec les enfants Gaïd Salah et qui l'a muté. Il a fait muter de la wilaya de Annaba à la wilaya de Tlemcen. Un peu comme s'il avait fait muter de la République de Annaba, qui appartient à Gaïd Salah, à la République de Tlemcen, qui appartient au Bouteflika. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, cette histoire, cette cacophonie, cette mafia, comme disait Boudiaf, qui ne se cache même plus? Hassan? D'abord, il faut dire aux Algériens qu'une telle quantité de cocaïne, ça tourne autour de 100 millions de dollars. Oui. Juste une précision. Oui. Juste une précision. Oui. Les 701 kilos sont de la pure. Or, il est d'usage, pour ce qui est de la cocaïne, de la couper, comme ils disent, avec d'autres matières, de la farine et tout. Ne me regarde pas, je ne suis pas un expert. Hein. Ben, moi, je me suis renseigné un peu. Il paraît qu'on peut couper jusqu'à 3 fois. Ça veut dire qu'en fait, 700 kilos, c'est 2 tonnes. Quand elle arrive au marché de détail. Bon. Et je vous laisse. Alors, il faut multiplier les 100 millions de dollars. En un coup, en une fois. Voilà, il faut donc multiplier par sans doute 50 ou 100. Alors donc, c'est une somme absolument colossale, vertigineuse. Et à partir du moment où elle a été arraisonnée venant d'un bateau, je ne sais plus quel pavillon. Marchandises vénézuéliennes, voilà. Chargées au Mexique, qui a transité par Valence en Espagne et qui est arrivé en Algérie, à Oran. Donc forcément, les services de renseignement de plusieurs pays sont au courant de cette affaire. Donc à partir de là, je veux dire, c'est un trafic international. Et, oui, et que des Algériens de très haut niveau, au sommet de l'État, sont impliqués dans un trafic international. Et je pense, j'espère, qu'une affaire comme celle-là, elle ne sera pas algéro-algérienne,
Parce que si elle était algéro-algérienne, elle sera très vite enterrée, comme ont été enterrées les précédentes affaires, Khalifa, l'autorité Est-Ouest, l'affaire Sonatrach, l'affaire BRC, etc., etc. Donc on peut effectivement intimider des juges qui pourraient avoir la velléité de bouger le petit doigt, on pourrait intimider des procureurs qui voudraient éventuellement bouger le petit doigt, et donc on paralyserait totalement la justice et on paralyserait du même coup l'information, c'est-à-dire les journalistes. Le fait, il ne fait pas de doute que la cocaïne est destinée à transiter par l'Algérie. Parce qu'il n'y a pas de véritable tradition de consommation. C'est très cher, c'est destiné généralement aux clientèles des cabarets, les fils de la chichi, les fils de riches, des rupins, etc. Mais et comme ce n'est pas le premier coup, ça fait des années que l'Algérie est devenue un pays de transit de cocaïne à destination de l'Europe. La cocaïne qui arrive généralement des côtes mauritaniennes, où les bateaux de pêche colombiens, mexicains, etc., livrent au large de la Mauritanie, qui arrivent par le sud algérien et qui envoient en Europe à travers les bateaux de pêche. C'est connu, ça. Mais qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est que je dis que les pays occidentaux sont impliqués. Oui. À partir du moment où ils disent qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il ne faut pas plaisanter, à savoir le terrorisme, à savoir la bombe atomique, à savoir la drogue, eh bien, ces sujets-là, on nous dit que c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir et que quel que soit le niveau de responsabilité dans les États, ceux qui faites ce que vous voulez chez vous, mais ne venez pas nous empoisonner dans nos pays. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce qui veut dire, ceux qui sont impliqués devraient subir les conséquences. Ils ne devraient pas rester impunis. Donc on attend aujourd'hui non seulement la réaction de l'armée algérienne, de la justice algérienne, mais aussi de la justice internationale. Comment vont réagir les pays, tous les pays concernés, et ceux qui disent que là, vous avez touché à quelque chose qui est fondamentalement sensible au niveau international. Il va de leur crédibilité. Oui, alors, bien malin celui qui peut avoir les informations sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, évidemment. Comme vous tous, moi je lis, mais bon, il y a des informations contradictoires, il y a des informations... Bon, tout cela, ça n'a pas... Je pense que cette affaire n'a pas... Voilà, l'intox, effectivement, cette affaire n'a pas livré tous ses secrets. Mais déjà, bon, c'est une affaire... qui ébranle le sommet du pouvoir. Ça, et pourquoi c'est l'armée qui s'est saisie de l'affaire? Alors, la question, je ne sais pas, moi, je ne peux pas dire, mais moi, je pars toujours du principe, ça a été valable aussi pour l'assassinat de Matoub, c'est à qui profite le crime. Parce que, bien malin, aujourd'hui, on demande toujours la vérité, d'ailleurs. Alors, c'est à qui profite le crime. Moi, ce que j'observe, c'est mon analyse, j'observe un recentrage au sein du système autour du noyau dur, c'est-à-dire l'armée et les services de renseignement. Il y a un recentrage. Que l'armée se saisisse de cette affaire n'est pas innocent. Qu'elle ait abouti à le limogeage de Hamel. Alors les menaces de Hamel, soit dit en passant, je crois qu'il y a un épisode précédent. D'ailleurs, dans le même contexte des présidentielles, d'ailleurs, les secousses interviennent à la veille d'une échéance importante pour le régime. C'était l'affaire Betchin, à l'époque, Zerouel Betchin. L'affaire Betchin Betchin, oui. À l'époque, ça ressemblait un petit peu. Bon, à l'époque, c'était sur fond de terrorisme, assassinat de Matoub Lounès. On a voulu effectivement instrumentaliser la Kabylie. On rappelle les grands massacres aux portes d'Alger. Là, ça prend d'autres formes. C'est la cocaïne. Mais effectivement, la finalité est la même. Alors, certains disent que Hamel a des dossiers. Moi, je pense que Betchin, à l'époque, avait, à mon avis...
À l'époque, on a vu le C'est ce résultat. qu'on a dit de Toufik, Il c'est s'est, ce qu'on a dit Oui, de oui. voilà, Merban. voilà. Je pense Khazi que Merban. et encore plus. Hein, je crois que Boutchine avait un peu plus de caractère que Hamel. Hein, donc, si on attendait une Mais réaction. pourquoi Hamel a-t-il été la cible? Pourquoi l'armée s'est saisie de l'affaire? Il y a le Pourquoi n'a-t-elle recentrage. pas laissé l'affaire? Normalement, c'était le ministère de l'Intérieur. Il y a un Ça se passait à Oran, ville. On l'explique. Ça relève Oui, des mais tout prérogatives cela, de la police. Jamal Din, tout cela Ouais. est lié effectivement à la prochaine Élection. Bien entendu. Bien entendu. C'est pour Quand je liquider dis- un rival éventuel? C'est tout simplement éliminer tous ceux qui peuvent poser un problème à un moment donné. Il y a un recentrage autour du noyau dur. Hein, mon analyse consiste à dire que Bouteflika va être maintenu. S'il est vivant, il sera maintenu pour le 5e mandat. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien du pouvoir présidentiel qu'on nous a présenté comme étant omnipotent pendant des années. On se rappelle très bien ce qui s'est dit par les uns, par les autres. Nous sommes passés d'une dictature militaire à une dictature personnelle. Bouteflika centralise tous les pouvoirs. Nous avons maintenant un état civil, rappelons-nous, hein, que nous sommes passés à un état civil. Il y en a même certains qui ont parlé de bénalisation du régime algérien, c'est-à-dire un transfert du pouvoir de l'armée vers la police. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé d'une dictature militaire à une dictature policière à la tunisienne. Alors, j'entends toujours, comme un écho, les déclarations de Disparition du DRS, renforcement de la police. Ça, c'est vraiment de la fumisterie. Oui, Quand mais on continue à nous il y a servir aujourd'hui... Moi, je vois une contradiction dans ce que vous êtes en train de dire. Un élément Pardon, de réponse. Hassan. Oui. Quand vous dites que vous croyez que le 5e mandat aura lieu, si c'était le cas, pourquoi l'armée se serait-elle attaquée à l'un des plus puissants alliés de C'est Bouteflika? Mon analyse consiste à dire que tout ce qui se passe est lié à la succession de Bouteflika, en effet. Mais c'est une succession qui va intervenir après. Après ce mandat qui arrive. Après le décès de Bouteflika. Je pense que, à Mais mon avis, ils n'ont pas intérêt, effectivement, à vouloir faire partir Bouteflika avant, sinon par un coup de force militaire. Chose que je considère comme étant très peu probable. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a affaire à un président qui est totalement isolé dans sa tour d'ivoire, etc., et qui ne pèse en rien sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, quand j'entends effectivement certaines... je parle notamment de l'appel des 14, etc., qui s'adresse à Bouteflika en disant on appelle Bouteflika, mais je trouve ça tout à fait insensé. Hein. La responsabilité aujourd'hui, s'il y a un centre du pouvoir interpellé, c'est bien les chefs militaires. Hassan, en très peu de temps, puisqu'on est arrivé à la fin de l'émission. Par rapport à votre question, pourquoi l'armée a pris en main ce dossier? Oui. Les éléments de réponse que je peux donner, c'est que d'abord, c'est une affaire d'État. Et donc, un scandale d'État, en plus. Et là, je rejoins tout à fait Samir. À partir du moment où c'est une affaire d'État, donc c'est les tenants de cet État et qui agissent et qui réagissent. Donc, effectivement, c'est les hauts gradés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, à partir du moment où c'est eux les décideurs, l'armée et les services de l'armée, il faut donc qu'ils maîtrisent le dossier et que s'il y a du nettoyage à faire, que ce soit eux qui le fassent et non pas la justice ou un procureur, un juge ou la DGSN. Donc s'il y a un nettoyage à faire, c'est à l'armée de le faire, y compris dans ses rangs. Et qui nous empêche de penser que c'est un règlement de compte? Ça peut être tout à fait un règlement de compte, mais même dans ce cas de figure-là, l'armée veut avoir la main sur l'ensemble du puzzle de façon à ce que personne d'autre ne décide à sa place. Pour avoir les mains libres. Personne d'autre ne peut avoir de l'information à sa place. Et c'est la fin de l'émission. Personne d'autre ne peut négocier avec les pays étrangers dans ce dossier à sa place. C'est la fin de l'émission. Merci Hassan Hersh, merci Samir Bouakwir. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.